Les épisodes 10 à 12 de la saison 2 d'Andor ne sont pas à la hauteur des épisodes de la semaine dernière, mais ils constituent une conclusion satisfaisante et triste. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Dans la vidéo des épisodes 7 à 9 de la saison 2, j'avais remarqué que l'histoire était la meilleure de toute l'histoire de Star Wars. Au vu des réactions suscitées par ces épisodes depuis leur sortie sur Disney+, on peut dire que beaucoup sont d'accord avec moi. La fin de l'épisode 9 de la saison 2 clôt un chapitre parfait de la série. Naturellement, je ne m'attendais pas à ce que la série éclipse cette perfection dans ses derniers épisodes, et j'avoue avoir eu raison de revoir mes attentes à la baisse. La chronologie de la saison 2 implique que les épisodes 10 à 12 se déroulent un an après le massacre de Gorman et l'évasion de Mon Mothma de Coruscant, avec Cassian, Luten et Kleya découvrant le dernier secret restant à révéler avant les événements de Rogue One, la construction de l'étoile de la mort. Bien qu'ils ne soient pas aussi excellents que ceux de la semaine dernière, ces épisodes constituent une conclusion satisfaisante, pleine d'action et bien ficelée pour la meilleure série Star Wars jamais créée. Même si je ne m'attendais pas à des événements bouleversants de la même ampleur que la semaine dernière, il y a quand même de l'action dans les épisodes 10, 11 et 12 qui constituent davantage une conclusion à l'histoire et aux personnages qu'un véritable dénouement. Je compare ces trois épisodes au final de saison de Game of Thrones qui servaient souvent de conclusion et de prélude aux épisodes généralement massifs des avant-derniers épisodes. En ce sens, le dernier acte de la saison 2 fonctionne de la même manière. L'accent mis sur quelques petites missions d'infiltration et d'extraction rappelle l'évasion de Mon, mais les grands discours, les scénarios de guerre, les émeutes et les massacres sont quasiment absents. Au lieu de cela, le final de la saison 2 aborde les derniers fils conducteurs avant l'histoire connue de Rogue One, presque comme un interlude entre les événements marquants de la semaine dernière et l'intrigue explosive du film de 2016. Malgré le caractère plus discret de l'intrigue, les trois derniers épisodes de la saison 2 d'Andor sont efficaces. Les derniers épisodes se contentent de conclure ce qui est nécessaire avant Rogue One. Après le départ de Bix la semaine dernière, les seuls fils conducteurs, ou personnages dont nous savions qu'ils n'étaient pas dans Rogue One, étaient les personnages secondaires de la saison 2. L'accent est principalement mis sur Luten et Kleya, avec quelques excellents flashbacks d'une grande obscurité morale retraçant leur rencontre. Ces flashbacks sont entrecoupés par la mission de Kleya pour retrouver Luten, interné dans un hôpital après avoir été confronté à des drames Meru et avoir tenté de se suicider pour préserver les secrets de la rébellion. La mission de Kleya est d'une tension appropriée et explique pourquoi Luten n'est pas dans Rogue One après que la première s'est assurée, les larmes aux yeux, que le second ne pouvait divulguer aucun secret au BSI. La mission se poursuit ensuite avec Cassian, K2SO et Melshi se dirigeant vers Coruscant pour extraire Kleya. C'est là que se déroule l'essentiel de l'action. Cassian découvre l'étoile de la mort et se précipite pour ramener Kleya saine et sauve sur Yavin afin d'informer les dirigeants de l'Alliance rebelle. Toute cette histoire explique parfaitement l'histoire de Rogue One, jusqu'à la scène finale de Cassian où il vole vers l'anneau de Kafrine, le lieu sordide où il fait ses débuts dans le film. Les deux derniers épisodes de la saison 2 incluent également des apparitions de l'amiral Radius et du directeur Krennic, tous deux annonçant le conflit à venir. En ajoutant l'implication de K2, les épisodes fonctionnent comme un prélude à Rogue One, consolidant le statut de là comme une sorte de pont entre deux événements majeurs de Star Wars. Il semble presque superflu de continuer à s'extasier sur les performances, l'écriture et l'exploration politique de la saison 2 après mes trois précédentes vidéos, mais les épisodes 10 à 12 poursuivent ces trois aspects. Concernant les performances, Elisabeth Dillot se distingue ici dans le rôle de Kleya. Kleya a toujours été un personnage formidable, mais la compréhension de son passé, sa relation avec Luten, l'attention portée à sa mission et l'intensité avec laquelle elle transmet des informations à la rébellion font de ces trois épisodes les meilleurs qu'elle ait jamais joués. Dillot s'en acquittant avec brio. Stellan Skarsgård lui prête main forte dans le rôle de Luten, et même si le contenu qui lui est proposé n'atteint pas tout à fait les sommets de son monologue de la saison 1, le personnage reçoit un adieu digne de ce nom. Alan Tudyk reprend également la voix de K2SO et imprègne les épisodes d'un humour débordant, comme dans Rogue One. Enfin, je m'en voudrais de ne pas mentionner Diego Luna dans le rôle de Cassian. Les scènes finales où il s'oppose au commandement rebelle sont excellentes et le confortent comme l'un des meilleurs personnages Star Wars de l'ère Disney. L'écriture est à la hauteur de toutes ses performances, pour la plupart, tout comme l'exploration de la politique de Star Wars. Voir comment des personnages comme Dedra Meero, Luten, Pardagaz, Krennic et d'autres finissent ou échouent là où ils sont dans Rogue One est parfait, mêlant une exploration mature si différente du Star Wars classique, à une histoire Star Wars parfaitement adaptée. La scène finale est également déchirante, mettant fin à Andor de manière parfaite et consolidant la série en tant que projet que les futures séries ou films devraient suivre et non pas éclipser. On s'est toujours demandé comment l'Alliance rebelle avait découvert l'étoile de la mort. La rébellion avait déjà entendu parler de la super arme de l'Empereur dès le début de Rogue One, malgré le secret entourant sa fabrication.
Dès la première scène de Rogue One, Cassian rencontre son informateur nommé Tivik, admet avoir entendu parler de Galen Erso et connaître ses liens avec une arme impériale secrète. Dans la saison 2 d'Andor, épisodes 10 à 12, on découvre enfin comment les rebelles ont découvert l'existence de l'étoile de la mort. Dans le premier épisode de l'arc final de la saison 2, Luten rencontre son contact impérial de longue date, Loni Jung. Extrêmement stressé, Loni souhaite quitter Coruscant après avoir fouillé les dossiers de Dedra Meero et découvert l'étoile de la mort. Loni découvre que l'extraction du Kyber sur Jedha, le massacre de Gorman dans l'épisode 8 et plusieurs autres éléments décrits comme un projet d'énergie propre sont en réalité liés à la construction d'une arme géante dirigée par Galen Erso et basée sur la planète Scarif. Loni commet l'erreur d'en parler à Luten qui le considère comme un fil conducteur trop dangereux et le tue. Luten transmet ensuite l'information à Kleya, puis Luten est capturé par Dedra Meero. Après une série d'événements au cours desquels Kleya tue Luten en l'arme pour empêcher l'Empire de découvrir ses secrets, Cassian la sauve et découvre lui-même l'existence de l'arme, la transmettant au commandement rebelle. Cela explique comment l'Alliance rebelle a eu connaissance de l'étoile de la mort, la première scène de Rogue One où Cassian s'accroche au nom de Galen Erso prenant alors tout son sens puisqu'il a entendu de Kleya. Luten est devenu célèbre pour sa phrase fétiche « J'ai des amis partout ». Cependant, la fin de la saison 2 rend cette phrase incroyablement ironique concernant Luten. Les 3 derniers épisodes de la saison 2 mettent l'accent sur la réputation que Luten s'est forgée, ou plus justement détruite. En restant sur Coruscant et en refusant de rejoindre les autres rebelles comme Bail et Draven, ils ont complètement perdu confiance en lui. Luten était totalement engagé dans sa version de la cause qu'il a coupé les ponts et les relations autour de lui. Le manque d'amis est devenu une grande ironie et a failli entraîner la chute de la galaxie. Luten a découvert l'étoile de la mort avant quiconque en dehors du BSI, mais ses relations brisées ont fait que l'Alliance rebelle a failli ne pas le croire. Sans Cassian et Kleya, l'engagement obstiné de Luten envers la rébellion aurait pu la faire vaciller avant même de vaincre l'Empire. L'apparition de Bail Organa dans Andor a initialement suscité un certain émoi car Benjamin Bratt incarne le personnage contrairement à Jimmy Smith qui avait le rôle depuis un moment. Cela dit, la plupart des téléspectateurs ont finalement accepté le choix de Bratt après l'explication de l'indisponibilité de Smith et la performance remarquable de ce dernier. Dans l'univers, Andor est l'une des intrigues qui présente Bail avant sa mort tragique sur Alderaan, causée par l'étoile de la mort. Heureusement, Bail reçoit un puissant hommage avant sa mort sous la forme de sa dernière réplique avant la fin de la saison 2 d'Andor. Bail dit à Andor que, s'il doit se battre contre l'Empire, il veut le faire avec force. D'une certaine manière, l'avenir de Bail illustre parfaitement cela. Il disparaît avec le reste de son peuple lors de la destruction d'Alderaan, mais son héritage, la princesse Leia, continue de vibrer en son nom et joue un rôle essentiel dans la défaite finale de l'Empire. L'un des autres personnages que la fin de la saison 2 conclut est Dedra Meero. Après l'incident sur Gorman, Dedra est à nouveau obsédée par la recherche de l'Axe, alias Luten. Elle y parvient finalement, mais est arrêtée pour cela, n'ayant pas été autorisée à travailler sur le dossier Axe, ce qui donne lieu à un interrogatoire captivant mené par le directeur Orson Krennic. L'interrogatoire de Krennic fait écho aux découvertes de Loni, car Dedra Meero avait accès à des dossiers liés à l'étoile de la mort. Krennic soupçonne Dedra d'être une espionne rebelle, ce qui permet à Loni, puis à Luten et Kleya de découvrir la vérité sur l'étoile de la mort. Dedra insiste sur le fait que ce n'était pas le cas et qu'elle a simplement dû fouiller des dossiers pour obtenir des pistes sur Axe, promettant qu'elle ignorait que Loni avait l'autorisation d'accès à ces dossiers. Quoi qu'il en soit, l'insouciance de Dedra l'a conduit dans une cellule de la prison de Narkina, complétant son récit de manière poétique. Il est intéressant de noter que malgré le discours de Mon Mothma et sa fuite de Coruscant et du Sénat dans les épisodes 7 à 9 de la saison 2, les 3 derniers épisodes n'abordent pas vraiment les conséquences de cette décision. Un seul plan aborde ce sujet dans un montage final montrant Perrin, l'ex-mari de Mon, en train de boire à l'arrière d'un taxi, avec une femme évanouie à ses côtés. Perrin est clairement malheureux et oublie ses problèmes avec qui il peut, ce qui prouve à quel point la famille de Mon est affectée par sa décision de rejoindre la rébellion. Enfin, le dernier élément à souligner concernant la fin de la saison 2 est le plan final. Après l'introduction de Rogue One, Andor s'efface avant de dévoiler les champs de céréales de Minaro. On y voit B2MO jouer avec un autre droïde avant que Bix ne s'aventure dans les champs, un bébé dans les bras. L'épisode 12 de la saison 2 ne précise pas exactement quand se déroule cette scène et est totalement dépourvu de dialogue, mais l'intention est claire, Bix était enceinte lorsqu'elle a quitté Cassian et l'héritage de ce dernier perdure malgré sa mort dans Rogue One. Il est vrai que Bix avait d'autres options, notamment annoncer à Cassian qu'elle était enceinte et laisser la rébellion avec lui, comme il le souhaitait déjà. Bien sûr, cela aurait été totalement contraire à la nature de Bix, elle a prouvé tout au long de la série qu'elle est une combattante inflexible. Il y a cependant une autre raison pour laquelle Bix a insisté pour partir et a dit à Cassian de rester de se battre. Elle voulait sans doute désespérément éviter d'amener son enfant dans une galaxie dominée par le violent Empire, elle savait que la rébellion avait besoin de Cassian pour gagner. Finalement, Rogue One lui donne malheureusement entièrement raison, sans les plans de l'étoile de la mort, l'Alliance rebelle n'aurait probablement pas pu vaincre l'Empire, car elle serait devenue trop puissante. Cependant, cette victoire a également nécessité le sacrifice incroyable de Cassian Andor, mais qu'elle ne pensait clairement pas que Cassian
allait mourir dans ce combat, comme elle lui annonce tragiquement qu'elle le retrouvera par la fin de ses combats, Biggs souhaitait une galaxie sûre pour leur enfant, et elle comprenait que Cassian était un acteur essentiel dans ce combat. Cette scène est donc véritablement déchirante, surtout après la séquence tragique de l'épisode 2 de la saison 2, où Biggs explique qu'une fois la guerre terminée, elle retrouvera Cassian. Cassian ne saura jamais que Biggs et son enfant l'attendaient, mais nous, fans, le savons, ce qui rend Rogue One infiniment plus triste. Il faut reconnaître cependant que cette révélation a un côté doux amer. L'héritage de Cassian perdure au-delà d'Andorre, tout comme celui de Biggs, dont beaucoup prédisaient la mort. C'est une fin tout à fait appropriée pour le personnage, permettant à une autre de commencer. Quelle tristesse de voir cette série finir, quelle tristesse de savoir que un enfant et une femme l'attendaient quelque part. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, j'espère que Star Wars, Lucasfilm, Disney va suivre cette série pour faire d'autres projets un peu plus matures. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.